Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat de France Bleu Paris, épisode 6 aujourd'hui. Tiens, puis petit instant promo, histoire de s'installer comme ça directement. Sachez qu'on propose désormais 2 podcasts. Il y a La Tribune et puis il y a le MAG aussi, le MAG 100% PSG de Pia Clément. Pia qui reçoit tous les jeudis un invité avec des supporters. Prochain invité, Momo Sissoko. Eh oui, Momo Sissoko, une légende du Paris Saint-Germain qui sera avec elle pour revenir sur son passé au PSG et parler de l'actualité, bien évidemment, du Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'était le petit instant pub. J'avais envie de passer là-dessus. Et moi, je vous rappelle, vous qui êtes en train de nous regarder en vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Tiens, je vous pose une question aujourd'hui. Quel est votre entraîneur préféré dans l'histoire du Paris Saint-Germain ? C'est à vous de me répondre. On en débattra et on échangera sur la plateforme YouTube, puisque cette émission est en YouTube. En tout cas, une chose est sûre, ce matin, après 5 journées de championnat, on peut annoncer que ça va être plutôt sympa cette saison. Oui, moi, je trouve ça plutôt bien. Monaco, Marseille et le Paris Saint-Germain qui sont en train de frotter d'entrée. Ça veut dire que le trio est déjà lancé avec de belles choses à venir. J'ai juste un message à faire passer. Oui, j'ai un petit message à faire passer à ceux et celles qui font les classements. Par exemple, sur Google, quand tu tapes le classement de Ligue 1 ce matin, Google, tu vois Marseille en tête. Alors, peut-être qu'il y a des supporters marseillais chez Google, il n'y a aucun problème, mais juste vous dire que c'est le classement exact, c'est PSG, Monaco, enfin Marseille et Monaco. Voilà, c'est pas Marseille pour vous faire plaisir, non, c'est la différence de but. Donc c'est Paris qui est devant, c'est pas Marseille pour vous faire plaisir là comme ça. C'est juste pour le rappeler, vous dire que Paris est toujours en tête. Et si tu vas sur le site de la Ligue, c'est écrit Paris en 1 et pas, voilà. Mais il y a plusieurs sites comme ça, ils sont nombreux. Voilà, je voulais juste vous dire ça, j'avais juste envie de les souligner et je voulais juste vous rappeler qu'ici c'est Paris. 100% PSG. La Tribune. Au sommaire de cette tribune, le j'aime pas de la rencontre de samedi, Little Boring du côté de Reims, match nul, 1 partout, ronronnant ce Paris Saint-Germain et qui peut remercier Ousmane Dembélé qui a pris sa cape de sauveur. Nous échangerons ensuite sur plusieurs thématiques. On va parler de la baisse de régime de Bradley Barcola. Faut-il s'inquiéter pour le jeune attaquant parisien ? La question sera posée à nos invités et débatteurs. On évoquera ensuite les latéraux. Est-ce qu'on peut parler de points forts au Paris Saint-Germain ou finalement point faible, vu qu'on n'a pas de remplaçant et que c'est assez compliqué dès qu'un est en baisse de régime ou qu'il faut le faire souffler. Enfin, on parlera de Luis Enrique, notre technicien géo trouve tout. Trop de tests ou bricoleur de génie, on en parlera là aussi avec les copains autour de la table. On va se poser ces questions et de pas mal de choses aussi, on va en discuter dans la tribune, vous le savez désormais, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour ? Alexandre Aflalo du journal Le Parisien. Vous l'avez déjà entendu se marrer dans les titres. Salut mon Alex. Tu vas pas te faire que des copains à France Bleu Provence. Ouais, non mais attends, non, mais sérieusement. Tu regardes ce matin, je vais sur le truc, je me dis tiens, il faut que je regarde le classement. Et là, tu tombes sur Google, t'es là. Mais ils ont fumé. Et tu vas sur un autre site. Je salue Foot Mercato, t'es là. Ok les gars, vous êtes supporters de Marseille, très bien. Et ils ont mis Monaco derrière et Paris en 3. Alors t'as raison, faisons tomber les GAFA, Bruno. Faisons tomber les GAFA. Ça. Ouais. Allons-y. Je vais m'énerver, tu vois, je vais être bloqué. La tribune va être coupée sur. Tu vas peut-être référencer sur Google tout ce que t'as gagné. Voilà. Tout ce que j'ai gagné en faisant mon édito. Allez, super. En tout cas, bienvenue Alex. Vous venez de l'entendre réagir. C'est Cédric Chasseur, journaliste indépendant, qui est avec nous. Salut Cédric. Salut Bruno, bonjour à tous. Salut à toi, 3e participation dans cette tribune. Et aujourd'hui, ravi de recevoir un homme qui écrit beaucoup, oui, énormément. Il est l'auteur de... Attends, puisque maintenant on est en vidéo, j'essaie de faire ça bien. Tout à l'heure, j'ai fait des tests. J'espère qu'on le voit bien. Son livre, PSG Inside, annuel officiel 2023-2024 aux éditions Amphora. C'est Clément Pernia, journaliste et producteur. Salut Clément. Salut Bruno, salut à tous. Merci Bienvenue. pour cette invitation. Super, merci. Je t'ai fait courir autour de la maison de la radio. On s'envoyait des textos, mais où est l'entrée ? Bienvenue.
bienvenue à toi. J'ai une théorie pour ton histoire de classement. Je crois que c'est par ordre alphabétique. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Mais n'empêche que Alors ils c'est sont pas comme gentils. ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, voilà. Non, mais ça, t'imagines mais ça va Google, c'est des Américains quand même. Parce que les Américains, là, tu remets un classement, un système, un sport qu'ils connaissent pas. Et voilà, Je crois que Google a eu peur de Mehdi Benassia. c'est ça. Ils se sont dit, oh là là, on va les mettre en tête. Voilà, c'est ça. Quand ils ont vu sa sortie contre l'arbitre, ce livre PSG Inside aux éditions Amphora, une plongée, c'est toujours bon de se replonger aussi sur une saison, la saison 1 de Luis Enrique. S'il a comme ça, Clément, je te demande, parce que juste pour expliquer à ceux et celles qui auront peut-être envie de se plonger dans ce livre, beaucoup d'entretiens avec Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery, on a aussi du Michel Montana, enfin on va sur toutes les voilà, on va même à la découverte du campus à Poissy. Tu nous plonges dans les coulisses du campus. Si toi t'avais une chose qui t'a retenu vraiment sur cette saison 2023-2024. Bah, disons que c'est vraiment la saison du renouveau, sur tous les plans du club, sur toutes les échelles, à la fois sportive et extra-sportive. Tu as évoqué le centre d'entraînement, le campus, qui est vraiment un outil exceptionnel. Luis Enrique, il en est fou. Dans l'entretien que tu as fait avec lui, Exactement. il est comme un dingo. Il est dans un magasin de friandises en disant je suis le premier à être là-dedans, je suis trop content, c'est super. Non, mais c'est exceptionnel, ça réunit toutes les strates du club pour la première fois de l'histoire. Mais je pense que ce qui symbolise, si je dois ressortir une chose, c'est évidemment la méthode Luis Enrique. Et alors, il y a la méthode Luis Enrique et il y a le basculement après des années compliquées, côté PSG, sous Mauricio Pochettino et sous Christophe Galtier. Et là, il y a vraiment une méthode, il y a vraiment des principes de jeu, il y a vraiment une adhésion du groupe. Et il y a eu, parce qu'on est au PSG, c'est important, des résultats. Tout de suite, immédiat, avec de la qualité accompagnée à ces résultats. Et je pense que cette arrivée de Luis Enrique, avec encore certaines limites, on va les évoquer tout à l'heure, c'est vraiment ce qui symbolise le mieux cette nouvelle ère, cette nouvelle page. Je pense qu'on peut parler de nouvelle ère, vraiment. Globalement, dans le club, en plus, il y a eu quelques petits changements d'ordre technique, on va dire. Nouveau speaker, que vous connaissez bien ici. Notre Miguelito, qu'on embrasse. Nouveau centre d'entraînement, nouvel entraîneur, nouvelle génération de joueurs. On est sur un effectif, et j'en parle dans le livre, qui a perdu 4 ans entre 2022 et 2023. Là, on a encore reperdu des années, cette année, en moyenne d'âge, je parle. Voilà, on est sur une nouvelle ère et je pense que Luis Enrique est vraiment l'incarnation de ça. En tout cas, je vous le conseille, PSG Inside, histoire de se rappeler. Toujours bon de se souvenir de comment ça s'est passé. Je vous le montrerai assez régulièrement. Vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout en train de monter et redescendre un livre. Voilà, PSG Inside aux éditions Amphora. Clément, aujourd'hui, tu es aussi avec nous parce que tu participes à la team Paris United. On les salue d'ailleurs. Il y a Yacine qui vient quelquefois dans cette émission. Tu es le bienvenu. Et aujourd'hui, oui, on a parlé du bouquin. On en reparlera encore tout à l'heure. Mais tu es aussi avec nous pour être débatteur et on va échanger sur l'actualité du Paris Saint-Germain. On fait un premier tour de table avec le j'aime, j'aime pas. Je vous rappelle, vous l'avez suivi sur l'antenne de France Bleu Paris, le match entre Reims et le Paris Saint-Germain. On est tombé sur un os. Ça avait déjà été compliqué contre Gérone. Ça a été là aussi compliqué face à Reims. Un bloc, un bus. Bien travaillé pour le coup du côté de Reims. C'était bien senti. Paris les a eu à l'usure pour revenir au moins égaliser grâce à Ousmane Dembélé après avoir vu les Rémois et les Champenois ouvrir la marque par l'un des deux Japonais de cette équipe qui ont été d'ailleurs excellents. Et Nakamura et Ito ont vraiment été très bons face au Paris Saint-Germain. Ça, c'était pour la petite introduction, les amis. On attaque, Alex, avec toi pour ton... Allez, on attaque, soyons un peu positifs. Attaquons avec un j'aime, s'il te plaît. Dans le j'aime, j'aime pas, bien évidemment. Avec grand plaisir. Je dois avouer que j'ai aimé et j'aime beaucoup depuis le début de saison. Ce sera un j'aime pour l'ensemble de son œuvre. Le match de João Neves. L'organisation tactique sur ce match était un peu différente. Il jouait beaucoup à gauche. Alors on l'avait vu, on l'avait moins vu dans ce rôle sur les précédents matchs, mais je le trouve d'une grande justesse d'une grande justesse technique, toujours au bon endroit, au bon moment, toujours beaucoup d'énergie à la récupération. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud, mais il va toujours au duel avec une énergie assez folle. Et il fait encore une passe décisive. Un geste, 5e passe décisive de la saison. C'est fou, un geste pareil, encore une fois, d'une grande justesse, d'une grande inspiration. Et c'est vraiment un joueur qui fait des différences, qui
je pense, s'il évolue comme j'espère qu'il va évoluer, pourra devenir un vrai facteur X quoi, pour le PSG. Ça peut être un très très grand joueur, je trouve, ce Joao Neves. C'est vrai que dans cette rencontre, il a eu un tout petit peu de mal à démarrer, et parce qu'il fallait quand même comprendre le système que lui avait Ouais, demandé. c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu complexe pour les milieux de terrain. Là, fallait dézoner, repartir. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Clément, c'est vrai que quelle surprise. Alors, on savait que du côté du Portugal, il en était déjà fou, mais nous, on le découvre. Et en plus, pas forcément à son poste. Normalement, c'est un numéro 6. Là, il le fait monter un peu plus haut et on se régale avec Joao Neves. Ouais, mais puis il a déjà montré qu'il jouait 6 sur certains matchs, qu'il jouait un peu plus bas. Et en fait, je pense qu'il faut s'y habituer. Il faut s'habituer à le voir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a vu plusieurs fois au Parc Faux-Neuf aussi. Oui. Parce qu'il bouge beaucoup et ça fait partie de la patte Luis Enrique où les joueurs sont très, très polyvalents. Que ce soit Warren, Joao Neves ou même Ruiz, ils peuvent jouer l'équivalent de numéro 10, voire Faux-Neuf pour Neves et Warren. Donc oui, moi j'aime beaucoup, je rejoins ce qu'a dit Alexandre, j'aime beaucoup son impact malgré son gabarit, et c'est le plus important quelque part, j'ai envie de dire. Alors ça ne compensera pas les lacunes défensives sur coup de pied arrêté du PSG qu'on a vu l'année dernière, et malheureusement, bon, c'est vrai qu'il y a William Pacho qui est arrivé cette année, donc ça va aider, mais c'est vrai qu'on... Face à Arsenal dans 2 semaines, Voilà. ça risque de faire mal. Hein. Voilà, Arsenal, ou même quand tu vas jouer City, qui ont vraiment 5-6 marmules dans l'équipe, même si non mais c'est vrai, même si Rodri s'est blessé, ça peut être compliqué sur ce plan-là. Ça peut pas compenser. En revanche, dans l'entrejeu, où plusieurs saisons, on a manqué d'impact, on a manqué de bagarreurs quelque part. Ouais. Bah, lui, il est là, il répond présent. Ça, c'est sur le côté un peu physique, le côté technique évidemment, mais ça, je pense qu'on avait peu de doutes tous ici. On peut parler de sa complémentarité avec Vitinha. Pas que du fait qu'ils soient tous les deux portugais, mais voilà, c'est 2 joueurs intelligents, 2 joueurs techniques. Je pense que c'est un joueur jeune qui est aussi à l'écoute du discours de l'entraîneur. C'est important, j'en avais parlé dans une autre émission, et en fait, le fait d'avoir un groupe jeune, ça veut dire que tu as un groupe et tu as des joueurs qui sont plus sensibles à un discours, qui sont plus sensibles à une méthode, qui sont plus à l'écoute que des joueurs de 28, 29 ans, qui ont déjà tout fait quelque part dans leur carrière, qui ont déjà appris des préceptes de jeu. Donc je pense que c'est aussi un atout pour le PSG d'avoir un joueur jeune qui a encore beaucoup à apprendre, et qui est à l'écoute et qui est malléable quelque part sur les principes de jeu, et qui peut jouer devant la défense et un peu plus haut. Juste rappeler une chose par rapport à sa stat des passes décisives. Alors oui, il montait plus haut, donc il distribuait un peu plus, mais l'année dernière, il ne fait que 2 passes décisives dans la saison. Il en a déjà fait 5 dans sa saison portugaise. Hein. Il en a fait 5. Est-ce que si je fais un comparatif avec Verratti, je mets les pieds dans le tapis ou pas, Cédric ? J'allais y venir. Ah, voilà, bon, bah, voilà. Mais en plus, dès le Et départ... toi, tu acceptes de la faire ou tu te dis il faut pas le Non, j'accepte de la faire. J'accepte de la faire. Déjà, pour moi, évidemment, le recrutement de Joao Neves, on le voit un peu plus venir, on le voit un peu plus arriver dans l'effectif, mais moi, je ne le vois pas arriver à ce niveau-là tout de suite. Et c'est là où moi, je fais déjà un petit comparatif avec Verratti, qui est arrivé dans l'ombre de Zlatan Ibrahimovic, et qui, dès son premier match de prépa aux États-Unis, avait énormément bluffé tout le monde. Là, Joao Neves, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait peut-être un petit temps de latence pour l'intégrer, le faire rentrer, qu'ils comprennent un peu les préceptes de Luis Enrique, et puis surtout de sortir du Portugal pour arriver à Paris. Et au final, ça s'est fait absolument tout de suite. Et puis là où je te rejoins, c'est qu'il y a le côté physique, il y a le côté technique, il y a ce côté un peu, j'allais dire tête brûlée, mais en tout cas, il compte pas ses efforts, il n'hésite pas à aller au contact, et surtout, c'est vrai que techniquement, qu'est-ce que c'est plaisant à regarder, quoi. Effectivement, c'est plaisant à regarder. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, et on finira peut-être là-dessus, mais c'est qu'en fait, il prend un coup, il va pas aller au sol, il va pas se tourner 20 fois, il se relève, et il est dans le combat, il est pas en train de chercher la petite bête et à il faire a un péter côté le un plan. peu joueur à l'ancienne, avec le maillot rentré. C'est ça. Chaque fois, j'ai l'impression de voir Giresse. Non, mais non, c'est vrai, il est tout petit, tout est là. Mais bon, en tout cas, il est assez intéressant à voir jouer, et je comprends ton j'aime, bien évidemment. Alex, tiens, Clément, je te donne la main sur ton j'aime pas. Toi, c'est le pendant. Ah, oui. C'est le copain. C'est un joueur que j'adore en plus. Ouais. Mais Donc c'est un j'aime pas, on va dire, c'est un bémol plus qu'un j'aime pas. J'avais pas envie d'être trop dur. Mais c'est vrai que Vitinha est dans le dur en ce moment. J'avais envie de parler un peu de Vitinha, qui nous a habitués.
J'évalue pas Vitinha comme j'évalue d'autres joueurs, parce que ses bases sont plus élevées, parce que c'est le leader technique de l'équipe aujourd'hui, et ce depuis presque 6 mois, j'ai envie de dire. Il nous a habitués à une grosse saison l'année dernière. Et on sent que depuis la trêve, il est un peu dans le dur. Il a été touché, il a pris un coup, on le sait. Hein. Mais disons que quand Vitinha est moins bien, ça se ressent dans l'équipe. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. C'est quelque part, je ne sais pas s'il y a une Vitinha dépendance, mais en tout cas, il y a un PSG avec Vitinha et un PSG sans Vitinha. Et là, ça fait 2-3 matchs qu'il est un peu plus dans le dur, qui techniquement, ça se voit moins, physiquement, ça se voit plus. Voilà, il a un peu plus de mal dans les duels. Là, en plus, il a été bien cadenassé par un milieu rémois qui était plutôt bon, même très bon. Donc voilà, il est un peu dans le dur. Il est sorti, je crois, il est sorti à la 70e. Et oui, c'est un joueur qui quelque part, quand il est moins bien, ça se voit sur le reste de l'équipe. Il y a un impact dans l'entrejeu, dans l'animation du jeu, à la récupération du ballon aussi. Et il ne faudrait pas que cette méforme dure. Je ne suis pas inquiet sur son niveau à lui, je suis inquiet sur les effets sur le collectif. Il ne faudrait pas, en ce sens, que ça dure. Juste par rapport à Vitinha, Alex, alors c'est vrai que c'est depuis c'est un peu comme, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un peu comme Barcola, rentrée de sélection où c'est un tout petit peu plus compliqué. Dans le milieu à 3, alors hier c'était même, enfin samedi c'était même à 4, mais dans le milieu à 3 là, est-ce que Vitinha est compatible? Moi je trouve qu'avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves, ça match. Avec Fabian Ruiz, c'est plus compliqué. Est-ce que quand le turnover s'est mis en place, finalement Vitinha est peut-être un peu. Ça après, je pense que c'est un débat qu'on pourra approfondir. Là, c'était plus sur la question des latéraux, mais de manière générale, je pense qu'il faut parler effectivement du manque relatif de profondeur de cet effectif qui fait que avec le nombre de matchs que le PSG va avoir cette saison, tu vas forcément avoir des joueurs qui vont devoir enchaîner la sélection, le club, enchaîner des matchs où ils vont être un peu sur les rotules tout le temps. Et là, Vitinha, il paye un petit peu ça. On en parlera pour Barcola aussi. Je pense que c'est aussi une question de physique. Les mecs enchaînent. Ils sortent de grosses saisons. Ils ont tous les deux fait l'Euro. Est-ce que tu as vraiment eu le temps de te reposer, de te ressourcer? Je sais pas. Sur Vitinha, oui, c'est de toute façon, comme disait Clément, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un des leaders techniques de ce Paris Saint-Germain et il va devoir cette saison s'habituer à être bon et à bonifier tous les mecs qu'il aura autour de lui, parce qu'il aura jamais les deux mêmes mecs. Mais il est le cœur il est le cœur du PSG, parce que finalement quand le PSG va moins bien, Vitinha va moins bien. Non, mais ça on peut le dire aussi d'autres joueurs, c'est-à-dire que quand on va en parler de Barcola, quand Barcola a été moins bon ces deux derniers matchs, on l'a tout de suite vu. Quand Dembélé rate tout, on le voit tout de suite. Et ça prouve aussi que on est sur un PSG maintenant qui, alors comme Clément disait, du coup, qui est très jeune, mais surtout qu'il n'y a pas un mec au-dessus de tout le monde ou deux mecs au-dessus de tout le monde, c'est plusieurs individualités, plusieurs leaders qui en fait se relaient un peu. Les méformes des uns sont compensées par les formes des autres, et voilà. Mais donc c'est sûr qu'on n'aura pas un Vitinha, je pense, au même niveau que la saison dernière, toute la saison, ou alors ce serait vraiment exceptionnel. Vous êtes dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris. On fait le j'aime pas. Je me retourne vers Cédric Chasseur. Cédric, avec toi, ton j'aime. Tu me demandais ce que tu allais demander. Le j'aime, c'est un j'aime qu'on répète depuis quand même plusieurs semaines. C'est Pacho qui est le joueur qui a touché le plus de ballons encore. C'est son deuxième j'aime en deux émissions. Non, voilà. en trois émissions. Mais c'est le joueur qui touche le plus de ballons des deux équipes sur le match. Et puis je le trouve que à la fois physiquement, dans la lecture du jeu offensif de l'adversaire, dans le positionnement, dans les prises de risque ou les non-prises de risque aussi sur les relances, parce que c'est aussi important. Je trouve qu'il est toujours juste, même si, mais comme l'ensemble de l'équipe finalement, il a été peut-être un cran en dessous par rapport à ce qu'il a pu produire sur les matchs précédents, mais il reste toujours un cran au-dessus des autres. Par exemple, Marquinhos, si on le compare à Marquinhos, il fait partie des fautifs sur le but rémois, et on voit la différence avec un défenseur qui est un peu moins actif, un peu moins au contact de l'attaquant. Donc c'est vrai que Pacho, au moins, a ce mérite-là de ne pas commettre de fautes,
ou très peu, et que quand il en commet, ce n'est pas visible, ou presque. Donc, force est de constater qu'il est plutôt bon depuis son arrivée. Et comme on en a parlé pour Joao Neves, c'est une petite surprise de le voir déjà aussi tôt dans la saison, aussi bien sur le terrain. Il en a parlé, il a goûté au plaisir de la Ligue des Champions la semaine dernière, il a surkiffé. Et effectivement, face à Reims, il a là aussi adoré. Lui qui a joué dans le championnat allemand, ça a dû quand même lui faire bizarre de voir un bloc aussi serré et d'une équipe qui voulait, qui attendait le Paris Saint-Germain à la faute. C'est vrai que Pacho, c'est la bonne surprise, Clément. Et on a un binôme qui est en train de sortir un peu du lot. Le vieux, l'ancien, Marquinhos. Ça fait tout bizarre de dire ça de Marquinhos. Je me demande si c'est pas le plus ancien de l'équipe d'ailleurs. Ah si, il l'a dit, 30 ans, 30 balais, et c'est le plus vieux. Ça passe vite le temps. Hein. Et donc cette doublette est en train de se mettre en place, et avec un Pacho effectivement qui respire une certaine sérénité. Disons que déjà, compte tenu de l'effectif et des membres défensifs de l'équipe, oui, c'est le duo qui va s'installer aujourd'hui au PSG. Toi, t'en vois pas d'autres? Et demain, non, j'en vois pas d'autres. Très honnêtement, j'en vois pas d'autres. Déjà, numériquement, Alex l'a dit, l'effectif est assez limité. Et je vois pas de profil qui puisse suppléer ces deux-là. Ils sont assez complémentaires d'ailleurs. Il y en a un qui est plus sur la rapidité et la tonicité, et l'autre qui est plus sur le physique. Cédric l'a dit. Oui, moi, je trouve qu'il fait un bon début de saison. Je trouve que son adaptation est bonne. Mais je vois encore des marges, moi. Je trouve notamment dans la relance, balle au pied, où je pense qu'il peut mieux faire. Et je trouve que c'est plus criant du fait du système Luis Enrique, où Paris relance très, très souvent de derrière. Il avait dit, Luis Enrique, dans une conférence de presse, qu'il ne voulait pas, contrairement à d'autres équipes, que ce soit un milieu de terrain qui redescende pour relancer, mais que ses défenseurs relancent directement. Et en fait, pour l'instant, Pacho est positionné dans l'axe de la défense à 3. C'est souvent Nuno Mendes qui est positionné axe gauche. Et je pense qu'aussi, c'est lié au fait que Pacho soit pas encore hyper à l'aise dans la relance. Et je pense qu'il peut mieux faire à ce niveau-là. Je pense qu'à terme, il pourrait éventuellement intégrer l'axe gauche, qui permettrait à Nuno Mendes d'être beaucoup plus haut dans une animation. Et je pense qu'on en parlera après sur le côté latéral, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir Nuno Mendes pour l'instant bridé dans cette défense à 3. Et je pense qu'il l'est en partie parce que Pacho n'est pas encore un relanceur. Et voilà, du côté physique, il est très bon, dans l'intervention, il est très bon, dans l'adaptation, c'est très bon, pardon. Mais dans le côté relance, je pense qu'il peut mieux faire. En tout cas, il peut mieux faire, mais c'est vrai que c'était d'ailleurs dès jeudi qu'il avait eu le droit à son petit j'aime de la part de Mathieu Faure dans ce podcast. Pacho, Willian Pacho, le joueur du Paris Saint-Germain, l'équatorien du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on découvre des nationalités désormais au Paris Saint-Germain, équatorien, russe ou autre. C'est l'auberge espagnol au Paris Saint-Germain, ça a toujours été d'ailleurs depuis de nombreuses années. Alex, avec toi, on a fait ton j'aime, donc on va faire ton j'aime pas. Voilà. Fatalement. Ça rejoindra un petit peu le débat de tout à l'heure. Moi, Warren arrière droit. C'est non. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Alors c'est pas tant parce qu'il est horrible à ce poste-là. Je pense que c'est un garçon qui a tout à fait le talent et les capacités physiques pour s'adapter à tous ces postes. Surtout qu'aujourd'hui le poste de latéral c'est un poste moderne. Il faut être un peu complet et tout. C'est tout à fait son profil. Maintenant, quand tu as un joueur de sa qualité et puis surtout quand tu as un joueur qui a connu, on va dire, la saison précédente, où il a été un peu usé jusqu'à la moelle, qu'il a été utilisé dans toutes les équipes, à tous les postes, etc. Peut-être que le préserver un petit peu et l'utiliser un peu dans les meilleures conditions pour lui et pour son jeu, c'est pas inintéressant. Et donc ça vient souligner deux manques au PSG, donc le manque de vrais latéraux. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que disait Clément par rapport à Pacho, moi je serais quand même curieux de voir comment le PSG va évoluer quand Lucas Hernandez notamment va revenir. Parce que est-ce que du coup il choisira de mettre Hernandez à gauche vu qu'il aime beaucoup jouer avec 3 centraux avec le ballon, mais du coup qu'est-ce que tu fais de Nuno Mendes, est-ce que Pacho va rester, etc. Enfin moi c'est des vraies questions que je me pose. Et ça, et oui, et par ailleurs l'effectif est pour moi, en tout cas pour une saison à 60 matchs, un poil limité. Un poil seulement. Un poil, non mais parce trop que limité. là pour l'instant ça commence à se ressentir. Moi j'attends quand même de voir si on est qu'au mois de septembre. Ouais, mais j'attends quand même de voir parce que c'est vrai que même physiquement, enfin.
physiquement, l'équipe est pas encore à son prime, quoi. On sait que ça va, leur condition physique va s'améliorer, etc. Donc j'attends de voir, mais il y a une vraie inquiétude, et surtout s'il y a des blessures, des suspensions, etc. Enfin, t'es un peu juste, quoi. Surtout que des blessures, t'en as déjà pas mal. On a récupéré Vitinha, on a parlé tout à l'heure, qui est en torse de la cheville. On a quelques cadors quand même sur la touche. Tu as parlé de Lucas Hernandez, Ramos. Enfin, l'infirmerie est quand même commence à se remplir. On en reparlera des blessures. J'ai encore une vision de Luis Enrique à la sortie du match où il était pas au mieux. T'en as peut-être 3 qui sont potentiellement sortis avec des petits pépins, notamment Lee. PSG ne communique pas là-dessus. Moi, je les ai contactés hier. Ils n'ont pas voulu nous en dire plus pour Désiré Doué ou encore Kangin Lee qui était sorti pas bien. Pour revenir sur ce que vient de dire Alex, Cédric, toi, ton avis? C'est un poste très compliqué en plus, arrière droit au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est qu'il fait un bon match face à Gérone. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs. Et là, tu le fais redescendre à un truc où... Non, mais c'est surtout que c'est pas un poste de latéral droit classique. Là, on lui demande d'être le latéral droit façon Hakimi, qui joue au milieu de terrain, presque milieu offensif. Mais quand tu n'as plus le ballon, il faut être positionné en arrière droit. Donc, il faut quand même que tu anticipes. Enfin, c'est pas du tout son poste, quoi. Et il sait s'adapter comme il peut le faire parce qu'il est bon, parce qu'il il a un QI foot et qu'il a du talent. Mais à un moment donné, il y a aussi les limites de tous ces changements. Et on en revient au fait que Hakimi n'a pas de véritable doublure, que le Paris Saint-Germain n'a pas voulu ou n'a pas pu aller chercher un deuxième joueur qui aurait très bien pu faire le taf. Et moi, je vais garder ça pour tout à l'heure. Mais ce système avec ce latéral droit qui est surexposé vers l'avant et ce latéral gauche qui est censé être resté en troisième défenseur est complètement bridé, moi ça me convient pas. Instant promo, juste vous avertir, il y a plus de 10 pages sur Warren Zaïre-Emery dans le livre de Clément. Tu l'as rencontré, tu as fait plein de stats, il a fait 43 matchs la saison dernière. Garçon, toi, ta rencontre avec lui? Disons que c'est un garçon. En fait, il n'y a pas de surprise par rapport à l'image que l'on a en interview ou à la télé ou du peu qu'on en a vu. C'est quelqu'un de réservé, de plutôt timide. Je dirais la tête sur les épaules. Je pense que ce qui le rend un peu identique à d'autres très jeunes joueurs qui ont envie de percer, c'est quelque part à la fois la simplicité et l'entourage qui a toujours su garder une forme de simplicité, de respect des bases, de conservation de la tête sur les épaules. Je pense que vraiment c'est le secret à cet âge-là. On a tous eu cet âge-là, on a tous été vulnérables, encore pas vraiment conscience des choses, de la vie, des réalités. Eux en plus ils sont confrontés à la popularité, aux réseaux sociaux, à l'argent, etc. Donc lui, voilà, il a su être assez perméable par rapport à tout ça, imperméable, pardon, et ouais, du coup, c'est bon. Ça, j'étais en train de me dire, tiens. Perméable. Parce qu'en même temps, je suis en train de regarder Voilà, je suis en train de revoir ce que tu disais avec Warren. Enfin, quand il parle du Parc des Princes et autres, tu sens il y a une forme d'innocence. Puis c'est son club, et puis il a un vrai respect du club. Moi, j'ai une séquence avec Michel Montana, par exemple, où il le croise après le dernier match au Parc des Princes, où c'est les adieux de Michel, etc. Et il le croise, il dit attends, bouge pas, reviens et tout. Et puis il va au vestiaire, il revient avec un maillot qu'il avait lui-même confectionné, Montana 30, signé pour la seule et unique voix du parc, etc. Et en fait, c'était son maillot du titre qui beaucoup de joueurs auraient gardé, et lui, il l'a offert à Michel Montana. C'est beau. Et en fait, il y a une vraie... tu vois, il était devant les supporters, il a été au vestiaire, il est revenu. Il y a un vrai respect de l'histoire du club, de ses fondamentaux, de son ADN. Je pense que c'est quelqu'un qui, derrière sa timidité, derrière son côté réservé, est vraiment respectueux. Rapidement, par rapport à ce que disait Cédric, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en fait, il est arrière droit 20% du temps. Vu que le PSG joue en 3-2-5 ou en 3-3-4 à chaque match, et que le PSG a 80% de possession de balle, ou 75%, ça dépend. Cette réalité, elle est un peu différente. Là où ce sera différent, c'est s'il est arrière droit contre Arsenal,
où là on aura la balle 45-50% du temps, ce sera différent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi, le rôle, et avec Cédric d'ailleurs, le rôle d'arrière droit au PSG, c'est un défenseur qui va beaucoup revenir vers l'intérieur, beaucoup monter au milieu de terrain, etc. Mais du coup, il doit faire des travaux de compensation, de retour défensif sur le côté droit, où en fait, il s'use de l'énergie à courir sur ce côté qui lui enlève un peu de la lucidité. Voilà, même s'il est impressionnant physiquement, il a que 18 piges, il a pas forcément tout le physique et la maturité d'un joueur avec la bouteille d'Hakimi ou le coffre d'Hakimi, quoi. On va juste rappeler un truc, c'est qu'il y a une semaine ou deux, il passait son bac. Oui, Avec, Il l'a eu d'ailleurs. J'ai pas eu encore c'est les le 30 notes. septembre. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait encore une épreuve. Je crois qu'il y a encore un truc. Bac STMG pour L'épreuve Luis Enrique. C'est ça. Mention bien. qui devait passer au mois de juin, mais avec l'Euro, évidemment, Est-ce qu'on sait la note qu'il a eu en EPS? Mais moi, c'est surtout. Alors, vous savez quoi? Alors, tu sais quoi? C'est surtout. C'est même pas la question. Je pense qu'il l'aura. Je suis à peu près sûr qu'il l'aura. Je veux juste savoir s'il va avoir une mention. Parce que ce garçon a une tête à mention. Ah oui. Tu vois, une tête à mention bien, voilà. J'espère pour lui en tout cas qu'il l'aura. On continue notre tour et on va passer à Cédric avec. Moi, j'aime pas, moi. Ouais, ton j'aime Il pas. me reste un j'aime T'inquiète. En plus, je l'avais bien noté celui-ci. T'inquiète pas, j'ai bien noté. J'aime pas. Disons que c'est plus une alerte qu'autre chose. Je le décerne à Safonov, le gardien du Paris Saint-Germain. 2 matchs, bam, j'aime pas. Hop là, ça C'est pour ça que je vais plus le mettre en alerte que en j'aime pas, parce que je vais pas l'accabler d'entrée. Mais le premier match contre Gérone, on avait dit on va pas non plus faire trop de commentaires parce que il a quasiment pas touché de ballon. Le seul truc, moi, qui m'avait un peu déstabilisé, c'était son aisance au pied. On avait dit que c'était tout le contraire de Didio, qui allait amener de la sérénité et tout ça. Moi, à chaque fois qu'il touchait le ballon au pied, je le sentais pas très serein et il m'amenait pas beaucoup de sérénité non plus. Premier match au PSG, premier match en Mais Ligue des bien sûr, Champions, c'est pour ça que je dis il fallait laisser un peu passer. Et là, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire sur le match face à Reims. Il y a quelques interventions qui fait bien, mais sur le but, le tir est sur lui, c'est sur sa ligne. Je suis désolé, mais c'est un arrêt qu'il doit faire. Quand tu es gardien au PSG, c'est un arrêt que tu dois faire. Et je pense que si là on fait la comparaison avec Didio, parce que lui il est arrivé, Safonov, en disant non mais moi je viens pas pour être numéro 2, ni pour être numéro 1 bis, moi je viens pour être numéro 1. Et ben, si tu veux être numéro 1, ces arrêts là il faut les faire. Donc c'est là où moi je mets une alerte, c'est un j'aime pas déguisé en alerte pour Safonov qui doit hausser son niveau de jeu s'il veut pouvoir postuler à ce poste de numéro 1. Par contre, alors je te le dis, tu ne le vois pas parce que tu me regardes, ce qui est très sympa, mais il y a Clément qui est à côté, qui est là, qui donne ligne de la tête, qui fait ouais, moi, non, je suis pas mais tout je à bien, fait, voilà. Donc tu n'es pas d'accord sur les propos de Cédric. En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que moi je vais pas vous aider sur ce débat parce que je peux pas avoir d'avis au bout de 2 matchs. C'est impossible. Enfin, il y a pas dont un match en fait, parce qu'il y a un match, il s'est rien passé. Pour lui, ça Gérone, ouais. Moi, franchement, je n'ai absolument aucun avis encore. Certes, j'ai vu des choses. Mais je fais pas une critique par rapport à un jeu précis. C'est-à-dire que je fais une critique par rapport à ses propos à son arrivée. C'est-à-dire que si tu mets la barre aussi haute, on t'attend tout de suite. Il peut pas dire en arrivant, moi je suis là pour être numéro 2 parce que numéro 1 ça m'intéresse pas. Non, il est obligé d'avoir un discours un peu juste, ambitieux. il est passé en conférence de presse en zone mixte. C'était du côté de Reims. Marc Méchénois était là, prompt. Et oui, Marco était dans le secteur. Marc, d'ailleurs, si tu nous écoutes, et aussi notre Kenyan breton, je pense à Benjamin Quarez du Parisien, qui écoute ce podcast chaque fois. Il se fait son petite sa petite heure de jogging, sa petite heure de jogging, et je prends des messages après. Je sais quand il court, parce que je prends des messages quand il n'est pas d'accord ou d'accord. D'ailleurs, vous êtes attendus, les garçons, dans l'émission. Et il me parle. Pourquoi je parlais de ça? Oui, et donc Safonov, je suis très heureux d'être au PSG. J'ai besoin de travailler encore. Parfois, mon équipe a besoin de moi. Je vais être prêt à faire mon travail. Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro 1, mais je suis ici pour me montrer envers le coach et l'équipe. C'est le même discours. C'est ça. Non, mais moi, juste si je peux rebondir très rapidement. Alors, évidemment, je te remercie. Alors évidemment, je souscris totalement à ce que dit Clément. C'est très compliqué de se faire un avis au bout de 2 matchs. Cependant, je trouve que il y avait une curiosité globale autour de ce transfert. C'est-à-dire que tu vas chercher une doublure à 20 millions d'euros, un mec inconnu au bataillon en Russie, dont on te promet qu'il a le pied droit de Zizou, quoi. Et en fait, moi, je trouve que en fait, je me demande tout simplement
qu'est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'il apportera de plus que Arnao Tenas, qui avait été une doublure plus que correcte à Gio Donnarumma lorsqu'il avait été amené à jouer la saison passée, qui justement avait été recruté avec la promesse aussi d'un jeu au pied assez bon, qui avait d'ailleurs... pour le coup, le jeu au pied... Lui, pour le coup, voilà, c'était vraiment très propre dès le Brady début. au niveau du pied. Qui avait été ultra décisif alors Très bonne contre le Havre quand il était rentré, que Gio qui avait été ultra décisif, qui avait fait vraiment des bons matchs, etc. Donc en fait Safonov, effectivement, compliqué de se faire un avis aussi rapidement. Par contre, quelle plus-value par rapport à Arnaud Tenas? Qu'est-ce qui justifie que le PSG ait dépensé 20 millions d'euros sur lui cet été? C'est une vraie curiosité. Vraiment, j'ai hâte d'avoir une réponse à cette question. En fait, pour l'instant, je l'ai pas. On rappelle juste le montant, le montage transfert, c'est 15 plus 5. Ça m'a été reprécisé après, on en avait parlé la semaine dernière. Et juste, je précise, parce que c'était complémentaire entre le j'aime et j'aime pas. Le but, c'est pas que Safonov. Marquinhos est quand même. Oui. Warren Zaïre-Emery aussi. Warren derrière. Mais voilà. C'est une œuvre collective. Exactement. Mais c'est vrai que moi, sur sa ligne comme ça, moi j'attends d'un gardien quand même qui soit un peu plus. Non, mais ce qui est important, c'est ce qu'a dit Alex, c'est la politique des gardiens en fait. C'est ça qu'on veut comprendre quelque part. Évidemment, le niveau des gardiens, la hiérarchie. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quel style de gardien tu veux imposer? Parce que c'est pas la même chose. Tenas, Safonov et Donnarumma. Pourquoi prendre Safonov quand t'as Tenas? Voilà. Est-ce que tu te projettes avec Donnarumma ou pas? Surtout qu'on s'est posé la question de savoir si on allait challenger davantage Donnarumma cette saison après le départ de Keylor Navas. Là, à première vue, il est challengé. C'était le but. Je pense qu'il est plutôt tranquille. Là. Il va revenir. Moi, j'aimais bien la formule un numéro 1, un numéro 2 qui avait fonctionné admirablement bien avec Navas et Sergio Rico. Ça fonctionnait très bien. Deux gardiens complémentaires qui se respectent et qui s'apportent mutuellement. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est toujours compliqué d'avoir deux gardiens qui. Enfin, je trouve que le poste de gardien, pour le coup, c'est un poste sur lequel la concurrence, le système de concurrence classique qu'on peut avoir sur des postes dans le champ s'applique pas forcément. T'as vraiment besoin, je trouve, d'avoir une hiérarchie, un mec. T'as besoin de plus repères sur le terrain avec tes joueurs. Confiance, t'as besoin clairement. Surtout au PSG où la pression elle est énorme. On a vu les erreurs au pied. Voilà, il faut Donnarumma, il a besoin de sérénité. C'est clair qu'un jour on pourrait faire un podcast complet sur la gestion des gardiens de but depuis QSI, depuis l'arrivée de QSI et depuis bien avant. Mais franchement, à partir du moment où ils ont ramené Kevin Trapp, c'est à partir de ce moment-là où c'est parti. Après Sirigu. Sirigu, Douchez. Mais heureusement que Douchez se blesse en arrivant parce que ça aurait pu être. Mais tu sais que pour connaître bien le dossier, je salue Nicolas Douchez, mais Sirigu et Douchez à l'époque, donc 2016-2017. Non, 2012-2013. Oui, non, mais quand comment il s'appelle, Trapp arrive. Ah oui. Quand Trapp arrive, en fait, ils partent au mois de mai. Ils sont convoqués. Laurent Blanc leur dit, vous êtes 1 et 2. Numéro 1, numéro 2, on se retrouve la saison prochaine. Et là, ils arrivent au camp d'entraînement pour la reprise. Et on leur dit, au fait, il y en a un troisième qui arrive, on l'a pris, un Allemand. Et là, c'est la guerre totale. Sirigu qui parlait pas au départ, aborder sans nom. Voilà, c'est le PSG et les gardiens de but, mais il y a plein de dossiers comme ça. En tout cas, Safonov, on va suivre, bien évidemment. On l'aura contre Rennes, il y a de fortes chances. On verra peut-être. Je sais pas si Gio Donnarumma va revenir. Gio Donnarumma présent en tribune du côté de Reims, et ça, c'est pas très loin, Reims. Oui, non, mais tous n'auraient pas fait l'effort de faire le déplacement, de faire cette heure et demie de route. Et je trouve que ça donne aussi une image d'équipe. D'un vice-capitaine impliqué. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'on dit quand même sur le terrain, ils courent plus, ils se dépensent plus, ils font plus les efforts les uns pour les autres. C'est aussi le cas en dehors du terrain. Donc c'est pas mal. Et on va terminer ce tour de table avec Clément Perniac qui va nous dire et nous donner son j'aime. Pour le buteur, Ousmane qui est le meilleur pour la fin. Qui est, je fais les fious parce que c'est la pub Adidas, voilà. Qui est beaucoup critiqué, parfois à juste titre, mais qui est vraiment l'homme fort du PSG de ce début de saison. J'ai les stats sous les yeux, 7 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Bon, voilà. Déjà elle parle d'elle-même, même si j'aime pas trop la lecture analytique du foot, mais là il faut. Oui, il en avait besoin. Lui pour le coup, il a besoin de ces chiffres-là. Il a besoin de ces chiffres-là. Là, c'est pas un but lambda, c'est un but décisif qui vient sauver le PSG d'une défaite. Voilà, c'est le facteur X de cette équipe, c'est le joueur qui fait la différence, c'est le joueur qui est certes une fois sur 5 rate l'immanquable, on l'a vu cette semaine, mais cette saison c'est complètement pour l'instant écrasé par
par des performances très très bonnes. Je ne vais pas dire XXL parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer, mais des très bonnes performances. Une capacité de faire la différence accompagnée d'une finition ou de passes décisives, la présente et d'une dimension décisive. Je trouve un état d'esprit aussi qui est présent. Il aurait pu, tu vois, après le match contre Gérone, il aurait pu avoir une phase de creux. Parce que c'est vrai que ce qu'il rate à Gérone, ça a fait le tour du monde, hein, on va pas se mentir. Et en plus, il se met sur le banc. Il à se Reims, met, il se derrière. met sur le banc et puis il est pas bien. Enfin, on voit après sa fin de match, c'est compliqué contre Gérone. Et il est vraiment pas bien. Il est affecté. C'est normal. C'est un sportif de haut niveau qui rate une telle occasion. Voilà, il rebondit. Il se laisse pas abattre. Je trouve qu'il a une mentalité qui accompagne son niveau de jeu pour l'instant, qui est vraiment très bonne. Et moi, j'ai envie de le saluer parce que je trouve que c'est un joueur qui a été justement critiqué. Pas injustement, il a justement été critiqué parce qu'il y a des failles pour un joueur de ce niveau qui n'étaient pas normales. Mais quand il est bon, quand il est à ce point important pour le PSG, j'ai entendu dans une émission cette semaine, je ne sais plus laquelle, dire que voir une Dembélé dépendance, c'était inquiétant pour le PSG. Bah pourquoi ? Pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi Avec ce Dembélé là, moi ça m'inquiète pas du tout. Ouais, voilà. Pourquoi une Mbappé dépendance c'était pas inquiétant et une Dembélé dépendance c'est inquiétant? Non, si Dembélé met 10 buts et 15 passes décisives cette saison, allez 15 buts et 15 passes décisives, on va être généreux, on va être optimiste aussi. Bah tant mieux. À ce niveau-là, il est incroyable. Juste rappeler qu'il a déjà dépassé son total de buts en championnat de la saison dernière, en moins de 5 matchs. C'est vrai que quand il rentre, il fait tout péter dans son côté. En fait, je trouve que son but, en plus, il illustre un truc de son jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément, c'est qu'il est vraiment à la finition de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un centre, il se place bien, il a le bon réflexe du buteur de se mettre vraiment à la limite de la position de hors-jeu, de faire le bon appel, d'être dans la bonne zone pour reprendre avec le bon, de la bonne manière le ballon, etc. On l'a vu marquer 2 buts de la tête cette saison. Enfin, je veux dire, c'est fou, pardon, mais c'est avec un bon timing d'extension, etc. Enfin, c'est pas complètement. Des buts, donc vraiment un flair et moi je tiens à souligner, il a dit une phrase en équipe de France, c'était après le match contre la Belgique, où il disait en substance je vais essayer d'être un peu plus égoïste cette saison, je sais qu'il faut que je m'améliore dans la finition, j'essaie d'être un peu plus égoïste, de penser un peu plus à moi, etc. Moi j'aime bien cette idée là. Parce que justement Dembélé c'est un joueur, quand il arrive au Paris Saint-Germain, on n'a pas dit c'est un joueur qui va t'apporter des stats, on a dit c'est un joueur qui va casser des lignes, c'est un joueur qui va faire progresser le ballon, c'est un joueur qui va créer des occasions, c'est un joueur qui va vraiment être dans la construction des actions. Là, le voir à la finition des actions, c'est vraiment l'aspect de son jeu vraiment qui devait développer, qui manquait, et malgré ça il n'a pas perdu tous les autres aspects de son jeu qui étaient hyper précieux la saison passée et qui ont amené des buts par ailleurs, quoi. Donc j'aime beaucoup ce nouveau Dembélé, j'espère qu'il va garder ce rythme en tout cas toute la saison, parce que c'est vraiment hyper plaisant de le voir jouer comme ça au PSG. Ousmane Dembélé, l'homme fort du Paris Saint-Germain, en tout cas le Facteur X. Et je pense que c'est vraiment le petit nom qu'il faut lui donner, parce que effectivement, déjà il nous a sauvé j'allais dire du merdier, mais c'est à peu près là, c'est le bon terme, du bourbier rémois, parce que on voyait pas trop comment on allait s'en sortir. On pouvait jouer comme ça très très longtemps. Ça aurait pu durer très longtemps. Les amis, justement, on va parler d'un garçon qui lui a été le Facteur X et qui pour l'instant est en train de passer une mauvaise passe. On a terminé la partie des j'aime pas, et on va basculer désormais sur nos 3 questions, nos 3 débats, nos 3 échanges avec, pour commencer, on va parler de la baisse de régime de Bradley Barcola. Juste vous donner une petite stat sur les 3 derniers matchs, on sent que c'est un peu plus compliqué. Je remercie les copains du Parisien qui ce matin font un Barcola, c'est quoi le problème? Et c'est justement Marc Méchénois et Benjamin Quarez, qu'est-ce qui travaille? Mais c'est une machine. Par contre, je vois jamais Alexandre Aflalo depuis que le mec a fait tomber Lille. Je vais vous donner un scoop, je suis en vacances en ce moment en fait. Ah, c'est gentil de venir. Merci, voilà. Donc c'est pour ça, voilà. En fait, il tient la baraque en mon absence, mais c'est vrai que je crois que là, mon absence fait beaucoup de mal au groupe. Après voilà, l'important c'est les 3 points. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux Parisiens, qui fête ses 80 ans. Et donc, dans ce papier, on apprend ces stats de Bradley Barcola. 6 dribbles tentés sur le match de Reims. 6 dribbles tentés, 0 réussi, 3 duels gagnés sur 10 tentés et 18 ballons perdus pour Bradley Barcola. Et c'est à peu près la même chose face à Gérone, et c'est la même chose à peu près face à Brest. Difficile d'être tranchant depuis le retour en équipe de France. Faut-il s'inquiéter pour le jeune attaquant
parisien. Juste pour la petite anecdote, le copain Romain Bédouc, on s'échange tous les dimanches, on s'envoie, qu'est-ce que t'en penses, le menu. Il me dit, ouais, faut y aller doucement avec Bradley, il est jeune, tout ça, mais quand même, on va en parler parce qu'il a pris un autre statut au PSG. T'es sûr que c'est pas le numéro de Luis Enrique que t'avais? Non. Parce que Luis Enrique, c'est exactement le message qu'il veut passer. C'est ça. Il avait dit quoi déjà, l'ancien numéro 7 du PSG, là, je ne me souviens plus son nom, le capitaine de l'équipe de France là. Oui, Kylian Qu'est-ce Mbappé. il avait dit quoi déjà? J'espère que vous serez plus indulgent, Tout à fait, quand indulgent ça avec va, lui quand ça ira. Bon, on va être indulgent du coup. Voilà. C'est ça, soyons indulgents. Soyons indulgents. Soyons indulgents. Il a fait un tel début de saison, Bradley Barcola, mais limite, il a un peu vécu au-dessus de ses moyens, j'ai l'impression, pendant quelques matchs. Il a montré ce qu'il était capable d'apporter, jusqu'où il était capable d'aller à son plein potentiel. Ça reste un joueur très jeune qui en fait n'est qu'à sa 3e saison en pro, 2 saisons et demie en pro. Voilà, une demi-saison avec Lyon, une saison avec Paris, donc c'est la troisième. Il a même pas 2 ans. Il a même pas 2 saisons en pro dans les jambes. Le niveau qu'il affiche déjà est fou. Du coup, la question c'était est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Barcola? Non. Est-ce que c'est inquiétant parce que finalement ça fait 3 matchs? Non, bah oui, non, mais en fait pour moi, ça rejoint pour moi le débat global sur le PSG. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le PSG? Non, ça fait que 3 matchs. En fait, c'est 3 matchs moyens sur une saison où il a enchaîné 4 ou 5 matchs exceptionnels en début de saison. Ça va revenir. Moi, je suis pas du tout inquiet. Juste, ça rappelle, si cela était nécessaire, que ça reste un très jeune joueur, ça reste un joueur qui est perfectible, encore vulnérable au passage à vide, comme tous les joueurs, même les plus grands sont vulnérables à ça. Donc non, pas du tout inquiet, ça reste, comme le disait Enrique, ça reste le même Bradley Barcola avec les mêmes qualités, juste c'est un peu moins évident de les montrer depuis 2 matchs. Ouais. Déclaration de Kylian Mbappé, je suis allé rechercher merci. pendant que tu parlais. Je suis content pour lui, c'est un très bon gars, j'espère que vous allez l'épargner quand il aura des matchs où il ne marquera pas. Il ne faudra pas me dire que c'est un nul, son potentiel est grand, il va jouer des grands matchs, il peut faire encore mieux. Ce qu'il fait est déjà top. Bon, c'est assez rare pour le souligner, je suis d'accord avec Kylian Mbappé. Oui, c'est beau. Cédric, tu voulais réagir aux propos d'Alex sur notre ami Bradley Barcola. J'en reviens aussi au système employé par Luis Enrique, et c'est là où j'aimerais aussi le voir un peu évoluer. C'est-à-dire que on l'a vu assez souvent face à Gérone et face à Reims. C'est encore plus le cas face à Reims parce qu'il avait Beraldo derrière lui sur le poste de latéral gauche. On voit évidemment que les défenses se sont adaptées à Bradley Barcola. Il y a un peu plus de monde sur le côté droit de la défense, du coup, pour essayer de défendre sur Barcola. Donc, il est souvent en infériorité numérique. Et en plus, il n'a pas de soutien, ou très peu de soutien du latéral, qui vient assez peu dédoubler, parce qu'on demande au latéral gauche de rester derrière pour faire le 3e en défense, et à Kimi ou au latéral droit de monter quand il faut monter au niveau du milieu de terrain. Et c'est là où j'aimerais qu'il y ait un peu plus de changement et que ça s'équilibre un peu entre le latéral gauche et le latéral droit pour justement donner un peu d'air à Bradley Barcola, donner un peu de soutien, qu'il soit un peu moins souvent en infériorité numérique, et peut-être que ça libérera un peu plus d'espace, parce que lui, il a besoin de ça, il a besoin d'espace. Et si jamais il y a un peu moins de contrôle de la défense sur lui, peut-être que il pourra se relancer un petit peu. Donc c'est là où moi ce système-là me déplaît, parce que je trouve que en donnant un peu plus de liberté au latéral gauche, ça viendra un peu aider Bradley Barcola, et avec un peu plus de liberté, avec un peu moins de défense sur le dos, il retrouvera sans doute un peu plus de facilité à déborder. Clément. Oui. Mais alors tu te rappelles ce qu'a dit Luis Enrique? Oui, et après tout ce qui va derrière le mais, c'est la bonne phrase en fait. C'est ce que nous avait... Oui, mais le fait que ce soit le latéral droit qui monte, en l'occurrence Hakimi le plus souvent, lui offre une solution supplémentaire dans la surface quand Barcola centre, parce que c'est quand même aussi, il repique souvent pour pouvoir ajuster dans l'axe, et ça lui ferait une solution en moins de ce côté-là, même si je comprends. Mais il peut plus. Et gardez-moi le, parce que je vous rappelle qu'il y a un débat sur les latéraux, les enfants. Non, donc revenez sur Barcola. Juste, t'as dit la stat, 6 duels perdus, c'est-à-dire qu'il centre même pas, il va essayer de dribbler pour ensuite peut-être se mettre en position, il fait même plus ce centre. Là où je suis pas inquiet, bon déjà il faut pas, je pense, dans un sens comme dans l'autre, s'enflammer pour Barcola. Je pense que ici, nous on s'est pas enflammé, on n'a jamais dit. On a dit que c'était un très bon joueur, qui était en grande forme. On n'a jamais dit que c'était le futur Vinicius ou le futur je ne sais qui. Donc si dans un sens on ne s'emballe pas, il ne faut pas non plus s'inquiéter quand il rate 2 matchs, sachant que ça lui est déjà arrivé. Rappelez-vous quand il arrive au PSG, le match contre Newcastle au Parc, il avait su rebondir
dans ces périodes difficiles en arrivant. Donc on va pas s'inquiéter maintenant quand il rate 1 ou 2 matchs. On a parlé de l'impact physique en ce moment. Voilà. On sait que c'est des joueurs qui sont à la fois en difficulté parce qu'ils ont pas mal enchaîné et aussi qui sont pas encore au point physiquement dans leur préparation. Enfin, moi j'ai eu la chance de rencontrer Barcola. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est vraiment un joueur jeune mais qui est carré de chez carré dans la tête, qui est mature, qui dans sa manière de s'exprimer est vraiment au rendez-vous. Et c'est pas que je vois pas quelqu'un pour le coup de perméable. Encore une fois, je vais revenir sur ce mot face aux critiques. Je crois que c'est le Parisien qui sort à l'info où là il était focus entre son match de Gérone et son match de Reims. Il regarde pas trop les critiques. C'est pas quelqu'un qui est vulnérable à ce type d'informations, à ce type de débat. Ça se voit, ça se sent en fait qu'il est un peu comme Warren finalement, alors, avec 4 ans en plus, mais ça se voit qu'il est mature, qu'il est calme quoi. Et oui effectivement, mais même Enrique en avait parlé avant le match contre Brest, où les journalistes posent une question là-dessus et ils disent mais Bradley, et tu parlais de Newcastle, et c'est un très bon exemple, c'est après Newcastle, s'il a su revenir après ça, c'est que c'est pas un match raté contre Reims qui va le... Mais est-ce qu'on tire pas trop sur la corde? La vraie problématique, c'est dans ton turnover. C'est marrant, t'as l'impression que maintenant Luis Enrique, alors Donnarumma, Marquinhos, Vitinha, Bradley, Barcola. T'as l'impression que c'est ça? Et j'ai l'impression que ça le dessert plus qu'autre chose sur cette séquence de 3 matchs. Je parle juste de la séquence de 3 matchs, bien évidemment. Alex, oui. De toute façon, je pense que comme tous les joueurs du PSG, on va beaucoup tirer sur la corde cette saison. Alors d'autant plus que lui, c'est un joueur qui maintenant est attendu en équipe de France surtout. Alors international. Là, je rappelle qu'il y a une trêve dans 2 semaines, donc ça, on va encore s'en régaler. Après, effectivement, alors c'est vrai que on parle du caractère un peu court sur pattes de cet effectif où il n'y a vraiment pas beaucoup de solutions en attaque, et notamment les ailiers. Moi, j'attendais vraiment des recrues là-dessus parce que les ailiers, il n'y a personne quoi. Genre pour Barcola, tu as Désiré Doué qui jouait visiblement dans l'axe contre Reims. Alors, donc ça c'est formidable, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment tout sauf Randal Colomwani, donc c'est assez marrant. On en revient au débat de jeudi, hein, Bruno. Mais c'est vrai que pour suppléer Barcola, Désiré Doué, qui certes est un joueur d'une grande qualité, mais qu'on attend aussi de voir un peu plus pour l'instant, il n'a pas mis la première. Hein. Pour l'instant, voilà. Il a fait un bon match à Reims. Pour l'instant, il ronronne un peu. Donc voilà, Barcola, c'est clair que c'est le seul joueur, on va dire, de grande classe à ce poste-là, et donc il va être amené forcément à avoir des grosses responsabilités cette saison. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, on le verra à la fin de la saison, quoi. C'est vrai qu'on a jeudi, on parlait de Colomwani. Oui. Est-ce que c'était sa last chance du côté de Reims? Bon, à droite, c'est toujours pareil, hein, c'est pas non plus sexy. Moi, j'arrive pas à droite, Colomwani, j'arrive pas à droite. C'est qu'il manque de technique. Ouais, j'arrive. C'est ça. Oui, mais c'est l'aisance. Oui, il manque d'aisance, balle au pied. Mais alors, le pire, c'est que même là où t'as pas Gonzalo Ramos, t'as pas Asensio, tu lui trouves quand même une solution pour ne pas le mettre dans l'axe. Donc c'est parce que le joueur d'axe n'est pas un avant-centre. Ouais, c'est il veut pas de Colomwani dans l'axe parce qu'il veut d'un mec qui alterne dans le jeu, qui redescend, qui distribue, qui est capable d'aller à gauche, à droite. Et ça, c'est pas Colomwani compatible. S'il mettait Asensio, c'était pour une bonne raison. Asensio, combien de fois on l'a vu revenir au niveau de Vitinha, au niveau de Warren? Bon, que le seul qui aura le droit d'être devant, c'est Ramos. Oui, parce que mais Ramos, il a aussi cette caractéristique-là dans son jeu. C'est qu'il redescend beaucoup, il aime bien toucher le ballon, il aime bien créer, il aime bien redescendre pour récupérer les ballons. Il a un peu de Cavani là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il aime bien redescendre. Et alors, pour le coup, il est un peu plus adroit avec la balle dans les pieds pour la construction de Cavani, quoi. Donc, non, mais on aurait pu au moins essayer d'adapter un minimum autour de. Je sais que c'est pas le profil de Luis Enrique de faire ça, mais d'essayer de jouer peut-être plus en pivot, parce qu'on a vu que Colomwani était quand même capable physiquement de tenir les duels. Bon, tu mets un milieu de terrain ou deux autour de lui pour justement à 30 ou 40 mètres du but essayer de redistribuer, de redispatcher, que ça aille à gauche, à droite. Là, ça aurait permis d'amener un petit peu de subtilité. Mais bon, c'est vrai que Colomwani, c'est encore une occasion de manquer sur ce match face à Reims. Effectivement, occasion manquée pour lui. Et je vous rappelle que Désiré Doué est sorti sur blessure. Et je vous dis, Luis Enrique faisait une tête de 10 pieds de long. Il est allé voir à la fin du match parce qu'il avait une grosse poche sur la cheville droite, si je me souviens bien, de Désiré Doué. Et il faisait la tête et il en parlait avec Vitinha en lui disant regarde-moi le chantier. Il pointait de la main et du doigt la cheville de Désiré Doué. Et Vitinha faisait une tête aussi de 10 pieds de long. Donc il se faisait du souci parce que là, les solutions vont
commencé un petit peu à manquer. Les amis, on fait une pause et ensuite on va parler des latéraux et de Géo Trouve Tout. Est-ce qu'il nous fait trop de tests, notre bricoleur en chef, le technicien Luis Enrique? Allez, à tout de suite. C'est la rentrée. Et pendant un mois, France Bleu Paris prolonge vos vacances. Ici, on vous offre un magnifique séjour à Amsterdam. Cette semaine, découvrez le musée Van Gogh. Partez à la découverte des canaux de la Venise du Nord et tout ça à vélo. Toute cette semaine, gagnez vos prochaines vacances ici, sur France Bleu Paris. 100% PSG, la tribune. Alexandra Flalot du journal Le Parisien, Cédric Chasseur, journaliste indépendant, et Clément Pernia, journaliste et producteur et écrivain, puisqu'il a sorti ce livre aux éditions Amphora. C'est un livre officiel PSG Inside, annuel officiel 2023-2024, et il débat avec nous de l'actualité, ou en tout cas échange sur l'actualité du Paris Saint-Germain dans cette tribune. Les copains, on va parler des latéraux. Ce qui est marrant, c'est que tout a tourné autour des deux. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Les latéraux et On le s'est coach qui retenu, fait du bricolage. on a essayé de faire le moins possible pour en garder. C'est très très bien, je suis fier de vous. On va donc évoquer les latéraux et avec cette question, est-ce que les latéraux au PSG c'est un point fort ou un point faible? Parce que vous me voyez venir, on en a de très très bons, mais après derrière, c'est un peu le néant. Est-ce que ça peut devenir notre jambe de bois, notre pas jambe de bois, talon d'Achille. Ouais, talon d'Achille. Je suis en train de chercher jambe de bois. Tu étais presque, t'étais dans la zone. Anatomiquement, t'étais On était pas loin du pied beau. Ça revenait, effectivement. Allez, Cédric, c'est parti. Merci pour le cours d'anatomie, c'est parti. À ton avis, point fort ou point faible? Ça dépend des joueurs que tu installes, mais oui. c'est vrai que cette saison, pour l'instant, moi je vois plus comme, je vais me mettre les pieds dans le plat, un point faible qu'un point fort, parce que évidemment, quand tu as Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, tu te dis, bon, on est plutôt bien achalandé, côté parisien. J'aime beaucoup ce mot, pardon, j'adore ce mot. J'essaye d'utiliser des mots un peu plus de 3 syllabes. Mais c'est vrai que derrière, en fait, il n'y a personne, quoi. C'est le vide complet. On a vu Beraldo sur le terrain, évidemment, quand il sert comme troisième défenseur central. On se dit ça va faire le taf, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de solution claire derrière Nuno Mendes quand Lucas Hernandez est pas apte. Et puis derrière Achraf Hakimi, on n'a toujours pas solutionné le rôle du remplaçant. On a fait partir Mukiele. Moi, j'aime bien Mukiele, même si les matchs n'étaient pas top. Il faisait une bonne solution de repli en tant qu'arrière droit. Un remplaçant, quoi. Ouais, mais des fois, il en faut aussi des joueurs qui acceptent ces rôles-là, parce qu'on se retrouve là avec une équipe où on a quasiment la moitié des postes qui ne sont pas doublés au final. Et la moitié des postes ne sont pas doublés au poste de latéraux. Donc pour moi, c'est un problème. C'est un problème pour le Paris Saint-Germain. Clément, cette saison, le Paris Saint-Germain, effectivement, sur la dernière ligne droite du Mercato, on était là, bon. Un latéral polyvalent, ça devrait voilà, c'est ce qui ça semblait urgent. Et force est de constater que l'urgence, il n'y en avait pas. Je vais te faire une réponse de Normand. Je vais te dire oui et non. D'accord, je prends. Oui, ça peut être un point faible d'un point de vue numérique. Je crois que c'est Cédric ou Alex qui l'a dit tout à l'heure. Ou numériquement, sachant qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a 2 matchs de plus de Ligue des Champions en phase de poule. Il y a potentiellement une lutte pour le titre cette saison qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Potentiellement un 16e de finale de Ligue des Champions qu'on n'a pas eu depuis jamais d'ailleurs. Donc numériquement, ça peut être un problème. Dans l'utilisation, je suis un peu plus mesuré, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, on joue en 3-3-4 ou 3-2-5. Et je trouve que ça peut être un point fort aussi. Je trouve que ce que fait Hakimi depuis le début de saison, c'est un point fort pour le PSG. L'utilisation d'Hakimi, c'est vraiment un atout pour ce PSG-là. L'utilisation de Mendes, côté, on le bride. Mais tu vois, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que disait Alex. On se demandait s'il y avait une doublure à Barcola. Mais moi, je me demande si la doublure à Barcola, c'est pas Mendes. Ça peut ne pas être Mendes. En fait, c'est sachant que Barcola est utilisé vraiment sur l'aile gauche, qui longe la ligne pour rentrer. Celui qui lui correspond le mieux, et c'est comme ça qu'il a été décisif contre Gérone, c'est Nuno Mendes. Après, on rejoint mon bémol d'un point de vue numérique. Si Mendes joue à ce rôle-là, qui le supplée dans l'axe, sachant que Beraldo,
c'est potentiellement la doublure de Pacho. Mais peut-être que, Donc Beraldo, il peut pas être. Peut-être que Mendes sera amené à monter du coup, pardon, si est-ce que je t'interromps, Non, moi, vas-y. si quand Hernandez reviendra. Ouais, mais tu as déjà cité ça tout à l'heure, mais Hernandez, moi je suis pas convaincu qu'il revienne tout de suite. Hein. mais Hernandez, il c'est prévu pour reviendra. janvier, Ah oui, donc il ça veut reviendra. dire février, donc ça veut dire Oui, au mais- top en mars. Oui, mais il va forcément revenir à un moment ou à un autre. Donc, Ouais, mais il va revenir après 3 fois les croisés. Moi, je pense qu'il faut pas compter Hernandez dans l'équation. Moi, je compte pas Lucas Hernandez dans l'équation. Ouais, ok. Mais non, mais c'est. Bah, c'est encore plus inquiétant dans ce cas-là parce que nous Mais- on fait si on prend dans l'équation c'est pour justement dire au moins au poste ou de défenseur central gauche ou de latéral gauche tu as une solution. Si tu enlèves Mais vous Lucas le comptez, Hernandez vous dans le la comptez, dans vous le la- de comptez l'équation, quand, Lucas Hernandez dans l'équation bah, sur la deuxième Pour partie de mars saison. Oui, sur la deuxième partie de saison, ouais. À partir de février, je quoi. vous trouve optimiste. Moi, je suis pas forcément. Bah, en fait, Ah, donc on n'a plus de solution. Non, mais C'est-à-dire que c'est si aussi- Nuno donc, Mendes... donc la solution à Mendes, c'est Beraldo, qui est Ou aussi la Pacho. solution à Pacho. Ouais. Donc oui, en fait, c'est ce que je te dis. Numériquement, il y a un problème. Numériquement, il y a un problème. Après, de là à dire que les latéraux sont talons d'Achille du PSG, non, parce que tu as quand même Mendes et Hakimi qui sont deux grands joueurs, avec un Hakimi qui fait un très gros début de saison. Donc on peut pas dire aujourd'hui les latéraux, c'est la cata au PSG. Non, les latéraux, c'est une force. Le problème, c'est la doublure, là, ces latéraux. Voilà. Après, l'autre débat, c'est l'utilisation de Nuno Mendes. Mm. Là, je suis partagé. Je suis partagé parce que faire monter Mendes, ça veut dire brider Hakimi. Et faire monter Hakimi, ça veut dire brider Mendes. Dans le système Luis Enrique, je veux dire. Donc là, je suis partagé. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne solution. Et ça, il n'y a que Luis Enrique qui a la solution. Mais Alex, on a quand même, du côté du Paris Saint-Germain, ils ont fait une erreur de ne pas recruter, de ne pas aller chercher un joueur. Parce que moi, je veux bien, si tu me dis, on a ce qu'il nous faut, tu parles de Yoram Zagué. Et Yoram Zagué, c'est alors trop jeune. Typiquement, oui. Alors pour moi, oui, effectivement, pour moi, c'est une erreur de ne pas être allé chercher des doublures, des vrais, au moins des joueurs qui sont capables de tenir la baraque quand le titulaire n'est pas là. Parce que là, en fait, clairement, le problème avec les latéraux, alors comme, enfin, je rejoins ce que dit Clément, c'est-à-dire que c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est-à-dire que t'as peut-être les top 5 mondiaux à leur poste en titulaire, et derrière le gap est beaucoup trop grand avec leur doublure potentielle. Et typiquement, moi, sur le match contre Reims, moi, le fait d'avoir promu Yoram Zagué dans le groupe pro, je suis ravi pour lui, et j'espère que ça aidera son développement. Mais typiquement sur ce genre de match, profites-en pour le faire jouer, quoi. Profites-en pour le faire accumuler d'expérience. Profites-en pour qu'il ait un peu de bouteille. Profites-en pour faire souffler Warren s'il faut faire souffler Warren. Mais va pas bricoler. On va sur le débat d'après. Allez, Profites-en, ne va pas bricoler avec Warren. Justement, essaie de façonner un peu Yoram Zagué à ton système, essaie de l'endurcir un petit peu, d'en faire le joueur qui doit être pour ce PSG, c'est-à-dire une doublure viable pour Achraf Hakimi. Je pense que personne ne te dira aujourd'hui que Yoram Zagué est prêt à assumer ce rôle-là. Mais par contre, s'il joue pas, c'est sûr qu'il sera jamais prêt, en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il le fasse pas jouer. Et si je peux me permettre juste, Cédric. pour compléter un peu ce débat, on rappelle que le Paris Saint-Germain est parti et nous vend depuis le début de la saison un nouveau projet, un projet d'équipe, il n'y a pas de star, tout le monde est capable de jouer au même niveau. Sauf que la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Parce que tu vas avoir une équipe sur le terrain, si tu mets les titulaires habituels de Joao Neves, Vitinha et compagnie, tu reprends ceux qui ne sont pas blessés, Ramos par exemple, tu le mets en attaque. Bon, derrière, tu fais rentrer des joueurs, je suis désolé, mais ils ne sont pas toujours au même niveau. T'as pas les postes, et notamment sur ces postes de latéraux, tu fais rentrer un remplaçant Nuno Mendes, tu fais rentrer un remplaçant Hakimi, ils sont pas du niveau d'Hakimi ou de Nuno Mendes. Et surtout, et moi j'ai souvenir du match de Lille. Le match de Lille, on le gagne évidemment sur le but à la fin de Kolo Muani, mais pendant longtemps, les rentrants ont failli nous plomber le match quand même. Donc moi j'ai des doutes sur le niveau aujourd'hui des remplaçants qui pourraient rentrer sur le terrain. Je vous rappelle juste qu'il y a Yoram Zagué et dans les 20 joueurs qui étaient du côté de Reims, on avait aussi Naoufel El Anache, qui est joueur natif de Poissy, formé au Paris Saint-Germain et qui est aussi dans l'effectif parisien. C'est lui aussi droitier ou gaucher, c'est un jeune. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout ça, c'est une volonté de Luis Enrique. C'est-à-dire que l'année dernière, il se plaignait d'avoir un groupe trop vaste de 25, 28, 30 joueurs
qu'il ne pouvait pas utiliser pleinement. Et lui, c'est sa grande frustration. Je crois qu'il l'a dit en conférence de presse d'ailleurs. Il l'a redit, mais il l'avait déjà dit, qu'il ne supportait pas avoir des joueurs dans son groupe qu'il ne puisse pas faire jouer. Et là, je crois qu'il a dit, je ne sais pas si vous avez le passage en tête, mais où il dit c'est horrible parce qu'il y a des joueurs, ça me contrarie, il y a des joueurs que je veux faire jouer, mais je peux pas. Ouais, c'est vendredi exactement. Donc ça, c'est une volonté de Luis Enrique. C'est peut-être une erreur de sa part, mais c'est délibéré. Et tout comme ça a été délibéré de ne pas prendre une doublure quand Ramos s'est blessé devant. Oui, Alex. Non, mais alors, moi, effectivement, j'entends tout à fait que ce soit une volonté de Luis Enrique. Et bon, par ailleurs, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. C'est-à-dire que dans un monde idéal, tu as un joueur titulaire, une doublure par poste. Allez, tu as peut-être 24 joueurs sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer fondamentalement. C'est parfait parce que du coup tu peux vraiment faire un vrai turnover, faire jouer tout le monde, etc. Monde idéal, il n'y a que 2 matchs par semaine, voilà, par exemple. Mais ça c'est dans un monde idéal où tu joues pas la Ligue des Champions, où tu joues pas la Coupe du Monde des clubs à la fin de l'année, où t'as pas la Coupe de France à partir de janvier. Il y a une vraie coupure d'un mois entre chaque saison. Où t'as pas de blessure, où t'as pas de carton rouge, où t'as pas la coupure, la trêve internationale tous les mois. Et enfin voilà, c'est-à-dire que en fait, je trouve que même dans ce schéma-là, je trouve que l'effectif du PSG est quand je dis un poil trop court, parce que justement on se demande genre qui on va bien pouvoir mettre arrière droit quand qui n'y joue pas, qui on va bien pouvoir mettre arrière gauche quand Mendes joue pas. On est obligé de faire jouer des joueurs à des postes qui sont pas naturels pour eux. Alors je comprends que la polyvalence soit une qualité qui est appréciée par Luis Enrique, mais là tu forces certaines choses. Voilà, tu forces certaines choses. Moi, tu vois, par exemple, c'est pas un problème que j'ai au milieu de terrain, par exemple. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, que ce soit Vitinha, Warren et João Neves, ou que ce soit Lee, Fabian Ruiz ou Doué ou Asensio, alors tu perds un peu en qualité, mais en fait techniquement, tactiquement, tu as une cohérence, et c'est un peu l'idée que voulait avoir Enrique, je pense, d'avoir des joueurs qui soient capables d'être interchangeables sans avoir la même qualité, mais qui ont en fait la même cohérence tactique. En défense, par contre, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a clairement pas assez de monde, et ça, et c'est clair que ça va leur retomber dessus dans la saison, quoi. En tout cas, effectivement, on va surveiller de près ce dossier des latéraux. Effectivement, quand les deux sont sur le terrain, comme le soulignait Clément, Hakimi et Mendes, bien évidemment, c'est un peu les ailes du désir, mais après, derrière, on n'est pas très très bien. Les amis, on termine avec Luis Enrique, notre technicien. Je suis content d'avoir parlé de Géo Trouve Tout. Alors, pour ceux qui se disent, mais Géo Trouve Tout, c'est Picsou. Voilà, Picsou Magazine, tout ça, vous avez On est si ancien que ça ouais, ça fait un peu boomer. Ouais, c'est ça, c'est le truc, mais en tout cas, ça existe encore. Géo Trouve Tout, et il fait beaucoup de tests, il fait beaucoup de tests de bricolage. On vient d'en parler à quelques instants. Est-ce qu'il en fait trop? Est-ce qu'à un moment donné, c'est trop pour notre petit cœur de supporter, notre cœur d'analyste, mais aussi pour ses joueurs? Parce que très franchement, le match, par exemple, de samedi soir, les 4 milieux de terrain, tu sentais qu'ils étaient en train d'essayer de comprendre ce qu'ils étaient en train de faire pendant le match sur certaines séquences. Ils appliquaient, mais c'était pas complètement fluide. Clément, pour toi, est-ce que, puisque tu l'as interviewé, tu en parles dans PSG Inside avec lui, alors certes c'était en début de saison, ce que tu m'as expliqué quand tu l'as eu, mais toi, ton regard à toi, est-ce qu'il en fait trop dans ses tests et dans son bricolage, notre technicien? Déjà, je pense qu'il ne sait pas faire autre chose. Je pense que c'est une donnée qu'il faut acter. Il est comme ça, c'est sa philosophie, il ne changera pas. Effectivement, on l'explique dans le livre, lui, il conçoit l'élaboration de l'effectif comme un puzzle, il le dit. Ces joueurs, c'est des pièces, il faut que ça s'assemble. Il leur inculque à tous, d'où l'intérêt d'avoir un groupe plus restreint, une vingtaine de joueurs, des préceptes. Et après, chacun doit pouvoir appliquer ses préceptes, peu importe où il évolue. Et voilà, quand on lui a posé la question en début d'année en conférence de presse qui va jouer neuf, il dit João Neves, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Ramos, Colomoni, ils peuvent tous jouer neuf. Je pense que ça, c'est sa conception et il ne changera pas. Il n'en démordra pas. Si Paris demain ne veut plus de ça, il faudra qu'il se sépare de Luis Enrique parce que je ne le vois pas changer. Une fois qu'on a dit ça, oui, j'ai envie de dire, les joueurs sont désorientés. Je pense que avant les joueurs, c'est nous qui sommes plus désorientés. Je pense que les joueurs comprennent plus que nous. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans les consignes, on n'est pas dans les séances tactiques, donc on a plus de mal à comprendre. Je pense que eux comprennent davantage. Parfois, avec le turnover, c'est plus dur à être mis en application. Parfois, Paris joue contre une équipe de Reims qui est 4e, je crois, et qui a aussi fait un bon match. Il faut le dire, Reims a fait un bon match. Je sais pas s'il y a trop de turnover.
Moi, je pense qu'il faut être cohérent, même nous, dans l'analyse. On ne peut pas dire d'un côté, c'est super, les joueurs bougent partout, il y a un mouvement permanent, comme on dit depuis le début de saison, parce que c'est agréable à voir. Et d'un côté, quand c'est un peu moins bien, ouais, ça bouge trop. Bah, je pense que, je pense que c'est comme ça. Je pense qu'il faut soit l'accepter, soit le critiquer, soit le dénoncer quelque part. Je pense que c'est une donnée philosophique. Soit on est pour Luis Enrique, pour son application, pour son schéma, soit contre. Soit on n'apprécie pas, etc. Mais Guardiola, quelque part, fait un peu la même chose à Manchester City. Ouais, c'est le- Stones est dans et des défenseurs, puis Ouais. il passe dans l'axe. Walker, un coup c'est Walker. J'y pensais tout à l'heure quand Ouais. on parlait de Nuno Mendes et des latéraux. Je me disais, mais en fait, il faut qu'il trouve son Guardiola en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Enrique, quoi. Et Bernardo Silva joue à ailier droit, mais joue aussi en 6. Bon, ça pose moins de soucis parce que c'est pas le même niveau de joueur. On ne parle pas de la même échelle, c'est plus fort, l'effectif est plus conséquent. Voilà, moi je prends le pli, et c'est une position ancrée, d'accepter ça, d'aimer ça. Donc je vais pas le dénoncer aujourd'hui en disant ça bouge trop, c'est trop le beans quelque part, et on comprend pas. Non, moi je pense que voilà, peut-être que parfois ça marchera pas, peut-être que dans l'année il y aura 3 matchs que ça marchera pas, peut-être que ce sera en quart de finale de Ligue des Champions et là on sera déçu. Globalement j'aime bien. Alex. Oui, tu m'as vu hocher la tête. de nombreuses Oui, fois, j'ai vu. Et oui, Avec le petit je- sourire en coin. Ceux qui écoutent Bien l'émission sûr. et ce podcast en audio, bien évidemment, ne te voient pas en Hocher train la de tête, hocher la mais je hoche la tête C'est ça, à effectivement. l'oral également. Oui, j'enlève pas un mot de ce qui a été dit. Moi, je suis depuis le début un fervent défenseur de la patience et de l'idée que ce projet en est mine de rien à ses débuts. On est au début de l'an 2 de Luis Enrique, que ce qu'il essaye à mettre en place, ce sont des choses qui sont complexes, qui arriveront dans longtemps, et qu'en fait, il arrivera peut-être au résultat qu'il recherche peut-être dans 2, 3, 4 ans, où en fait, à force de modeler cet effectif-là et de le conditionner, en fait, ils seront tous capables effectivement de jouer avec une ultra polyvalence qu'ils recherchent absolument. Est-ce qu'il fait trop d'expérience? Oui. Mais d'une part parce qu'il n'a pas trop le choix, parce que son effectif est un peu court comme on le disait tout à l'heure, et d'autre part parce qu'il, voilà, comme disait Clément, il adore ça, il veut faire que ça, et c'est son objectif, je pense, c'est de pouvoir arriver avec un effectif de 18 joueurs au début de la saison, pouvoir tenir la saison entière avec les blessures et les suspensions, et qu'en fait tout aille bien, parce que les mecs ils peuvent jouer partout, ils savent exactement quoi faire, à quel moment, voilà, c'est... Mais quand un entraîneur bride certains joueurs, est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas les perdre, Cédric? Parce que je veux bien, hein, il en prend. Là, actuellement, il a eu sa première fournée de joueurs qu'il a validés. Donc, ça veut dire qu'ils savent à quoi s'attendre. Mais tu en as quelques-uns. Un Nuno Mendes, quand tu vois sa frustration sur le match de Gérone, il fait 2 montées. La deuxième va au bout et t'apporte le but. Mais pour le reste, tu sens qu'il y a de l'agacement, qu'il est même pas terrible dans le jeu. Est-ce que ça peut ne pas perdre certains joueurs? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et le Nuno Mendes, le premier cité, évidemment que ce sont des joueurs aussi qui ont un peu de caractère et qu'ils ont un style de jeu aussi qui leur est propre. Et le risque, c'est de devoir gérer une grosse frustration. Et que la frustration entraîne une déception, et que la déception entraîne d'autres demandes après. Donc, mais après, c'est des joueurs qu'il a validés, c'est ce que tu as dit, hein. C'est des joueurs il a choisis. Donc, bon, à un moment donné, si tu connais ton joueur, tu es censé le connaître, ton joueur. Nuno Mendes, tu sais que c'est pas un défenseur central gauche, c'est un latéral qui aime monter. À un moment donné, tu le vois que. Sauf qu'il est en train de lui imposer de faire Oui, ça pour avoir une solution si jamais il a un. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'il prépare, non? C'est ça? C'est comme faire rentrer une pièce de puzzle qui quasiment la forme, mais qui est pas la, mais il manque un bout, quoi. Ah, mais tu vois, moi je pense un que puzzle de pour le coup- 1500 pièces Voilà. de la carte de l'Islande, et ben, Oh là quand là. t'as un truc, c'est pas facile. C'est quelqu'un, toi, hein. Je te jure que je l'ai fait en plus. Moi, je pense que Luis Enrique, il impose, en tout cas à ses joueurs et à son collectif, un cadre strict qu'ils doivent d'abord maîtriser avant de pouvoir être flexible et fluide dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les bases et les préceptes de base seront acquis et maîtrisés, là, tu pourras vraiment avoir plus de flexibilité, plus de fluidité, que ce soit pas forcément toujours Hakimi qui monte, mais que justement quand Mendes monte, Hakimi redescend, des trucs et machin, qu'ils soient tous hyper fluides, etc. Oui, mais ça va prendre du temps, ça va prendre un peu de contraintes. Tout sera pas forcément agréable pour tous les joueurs tout le temps. Là, c'est Mendes, ce sera peut-être un autre à un moment donné. S'il faut à la fin de la saison, on aura un Mendes qui va tout le temps monter, qui sera il va tout le temps s'éclater sur le côté gauche, et ça va pas déséquilibrer l'effectif. Mais peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il faut qu'il en passe par là.
et que d'autres joueurs en passent par là, par des moments d'inconfort tactique pour finalement avoir plus de maîtrise et d'aisance sur le reste. Peut-être que Barcola passera à droite et Mendes à gauche. Ah, mais complètement. Je pense que tout est envisageable. Je pense que le principal dans tout ce qu'on dit, c'est l'adhésion du groupe. Et l'adhésion du groupe, elle est là. Depuis 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, l'adhésion du groupe est là. Les résultats sont là, puisque Paris a fait une très grosse saison l'an dernier. Et quand tu écoutes, moi je trouve que l'exemple marquant, tu as cité un exemple d'un passage de Dembélé en équipe de France en conférence de presse. Moi, c'est pas le passage que j'ai retenu. Il a en point presse, il était en bord terrain et on l'interrogeait sur le match de l'équipe de France et il a cité 3 fois Luis Enrique. Alors qu'on il a dit oui, mais avec Luis Enrique, on travaille beaucoup. Il me dit d'avant tout cadrer, on fait beaucoup de séances vidéo sur la finition, etc. Et en fait, on sent un joueur qui adhère complètement. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs de cette équipe. Je vous passe même pas les déclarations de Danilo, de Vitinha l'an dernier, où c'était une adhésion totale. Je pense que au-delà du fait que de la dimension tactique, de ce que nous on observe en tant que journalistes, etc., c'est comment les joueurs, eux, le perçoivent. Est-ce qu'ils adhèrent, est-ce qu'ils adhèrent pas, est-ce qu'ils sont agacés? Aujourd'hui, peut-être à part 1 ou 2 joueurs, dont Moukile qui est même plus là, tout le monde a plutôt adhéré à ce discours. C'est le principal. C'est effectivement le principal. On rappelle que le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera face à Rennes. On va voir à nouveau les petits tests. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'avec ces tests qui sont mis en place là, quand tu vois que cette année, ça va frotter un peu plus en tête, tu te dis, ouais, vas-y doucement quand même, mon Enrique, sur les tests, parce que Monaco et Marseille sont là sur cette saison et que ça va frotter en tête du championnat. L'homme que vous avez entendu, c'était Clément Pernia, je vous rappelle, et je le fais vachement bien maintenant, j'ai compris. Quelle promo. Quelle promo, effectivement. PSG Inside annuel officiel 2023-2024 aux éditions Amphora. C'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies, c'est à offrir pour se rappeler des souvenirs de la saison dernière. Les amis, il est temps de siffler la fin de cette émission. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Cédric Chasseur, à Clément Pernia, merci à Alexandra Flalo, merci d'être venu sur tes vacances, jeune homme. J'ai bien noté. D'ailleurs, il est en vacances, moi je ne l'ai pas trop entendu. C'est ça, effectivement. Il était, je sais que là maintenant, il faut aller à la salle de sport. Ouais. C'est ça. Hein, et après la piscine, je peux tout savoir. Ah oui, waouh, quel athlète, exceptionnel. C'est un peu un critère de recrutement dans 100% PSG, la tribune, des sportifs de haut niveau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas bien sûr à mettre des petites notes, des commentaires. Je vous rappelle que je vous ai demandé sur YouTube de nous mettre quel était votre entraîneur préféré. On va voir quelles sont les réponses entraîneurs préférés sur bien sûr l'histoire du Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous dans la tribune, c'est la semaine prochaine, lundi prochain, où il sera temps de parler de Ligue des Champions. On sera du côté d'Arsenal et de Londres pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.